Parfait, bonjour Pierre. Pierre Sabatier, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, prospectiviste, également président fondateur du cabinet PrimeView. Avec nous pour parler essentiellement de la guerre commerciale aujourd'hui et de son impact sur les différentes économies de la planète. Juste avant de rentrer dans le détail de ces impacts et des modélisations de croissance de tout un chacun, j'aimerais revenir avec vous sur le discours de Jérôme Powell hier. Jérôme Powell qui a tiré la sonnette d'alarme, eu égard à ces tarifs douaniers qu'il comprend comme étant plus élevé que ce qu'il avait anticipé. Résultat, l'impact inflationniste devrait être plus important que prévu, plus profond que prévu. Pierre, lors de votre... Et donc, in fine, peser sur la croissance. Également, il est craintif à l'endroit de l'emploi. Il dit également, et c'est assez intéressant, que des deux missions, il privilégiera celle de la stabilité des prix plutôt que celle de l'emploi. C'est très important de le noter. Pierre, lors de votre dernière intervention chez nous, vous nous aviez dit que le risque inflationniste aux États-Unis pouvait être modéré par la hausse du dollar. On voit que depuis, c'est pas un scénario qui a été réalisé. Le temps nous donnera plus d'informations. De toute façon, quoi qu'il arrive, est-ce que vous êtes aussi alarmiste, du coup, par la force des choses que Jérôme Powell, ou est-ce que, de toute façon, effectivement, le dollar jouera son rôle ? Alors, dollar ou pas dollar, le vrai sujet, il est surtout est-ce que la Fed jouera son rôle, puisque dans le point de vue de Jérôme Powell, qui ne dit rien finalement, et c'est un problème sur les marchés, et c'est la raison pour laquelle les marchés en fait ont décliné. D'une certaine manière, c'est un petit peu oui, un petit peu non. Ça crée des pressions inflationnistes, ça crée en fait des pressions récessionnistes. La réalité, c'est que pour l'instant, en fait, la Fed reste en dehors du jeu, tout simplement, et ça pourrait être considéré à terme comme une erreur politique monétaire, parce qu'attention, le mandat de la Fed est évidemment la stabilité des prix, mais pas au prix de sacrifier la croissance aux États-Unis. Et aujourd'hui, on constate que la Fed reste en dehors du jeu pour des questions d'ordre peut-être aussi politique et de crédibilité vis-à-vis en gros de la sphère internationale, pour ne pas donner l'impression qu'elle est à la botte de Donald Trump. Mais à aujourd'hui, on peut considérer que désormais l'économie américaine est rentrée dans une zone à haut risque, puisque comme vous l'avez très justement dit, on a quand même un affaiblissement du dollar qui est surprenant. Parce que c'est pas la manière dont fonctionne normalement la monnaie de réserve de manière traditionnelle. Ça veut dire qu'il y a quand même une petite altération de sa crédibilité au niveau international. Alors elle ne devrait pas pouvoir durer très très longtemps pour une raison simple, c'est parce que si vous vendez la monnaie de réserve, il faut avoir un substitut. Or aujourd'hui, en volume, on n'a pas beaucoup de substituts. Est-ce que les gens vont vendre de l'or vont vendre du dollar pour acheter du yuan, la monnaie chinoise, qui reste un pays autoritaire qui a su régler la problématique de ces grands trusts en les rééduquant entre 2020 et 2023. Rien n'est moins sûr. L'euro, aujourd'hui, en bénéficie, mais on connaît la faiblesse structurelle de la zone euro, construction qui est à moitié terminée. Donc là aussi, ce qui est compliqué, c'est jusqu'où ça ira. Mais il n'empêche qu'à court terme, on est en zone tout de même de risque, essentiellement parce que c'est là où vous aviez raison de l'évoquer au tout départ, l'ampleur des règles du jeu, l'ampleur du changement des règles du jeu a été plus élevée qu'anticipée. Lorsqu'on s'était parlé, on parlait de 10% d'augmentation des tarifs douaniers, 20% des tarifs douaniers, c'est l'épaisseur du trait, ça n'aurait strictement rien changé. Mais là, quand on parle de 100%, en réalité, pourquoi ça sème le trouble ? Ça sème le trouble tout simplement parce que cette manière de changer la règle du jeu de manière si importante nous empêche de prévoir. Et c'est le vrai sujet, en gros, et notamment sur les marchés en général. Vous investissez notamment sur les marchés actions. Pourquoi ? Pour devenir copropriétaire d'une entreprise, non pour ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle va faire. Et donc, vous n'êtes pas fou à savoir que vous allez acheter du coup une entreprise à travers votre capacité à prévoir ce qu'elle sera en capacité de créer comme richesse demain plutôt qu'aujourd'hui. Or, aujourd'hui, ce changement de règle du jeu est tel que personne, en réalité, ne peut anticiper ou prévoir les conséquences que ce changement de règle du jeu fondamental peut avoir sur les résultats des entreprises. D'où une prime de risque politique qui émerge. Alors, sur le dollar, on en parlera, c'est probablement relativement peu pérenne, mais sur les marchés actions, par ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que tous les marchés, finalement, ont intégré cette prime de risque politique, qui vient simplement du fait que, quel que soit l'endroit du monde où on considère les marchés actions, ce changement de règle du jeu est tel qu'aujourd'hui, on a bien du mal à savoir comment les chiffres d'affaires vont réagir, comment les coûts de production vont réagir, et in fine, du coup, comment la profitabilité de ces entreprises vont réagir. Et dans un contexte où les marchés, en plus, étaient relativement chers, impossible d'imaginer les cours rester au niveau qu'ils étaient. Donc, on est face, en réalité, à la vraie immersion sur les marchés d'une prime de risque politique. Et retenons bien cela pour la suite.
Une prime de risque politique ne survient pas au moment d'une élection. Parce que qu'une personnalité radicale vienne au pouvoir n'a pas grand-chose comme impact sur la vie des entreprises. Elle émerge lorsque véritablement on est en situation de changement profond de règles du jeu. On a commencé sur le front du commerce international, on verra plus tard si ça intervient aussi dans les règles du jeu fiscales, en interne, dans les différentes sociétés. Mais c'est à ce moment-là qu'on a une vraie émergence de prime de risque politique pour une raison, encore une fois, toute simple, c'est notre incapacité à anticiper l'impact. Et dans ces cas-là, tout être raisonnable préfère attendre d'être en capacité d'eux avant de se positionner. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, juste sur la Fed, pour répondre, nous anticipons le fait que de manière très claire, tout ce qui se passe aujourd'hui a une beaucoup plus grosse portée récessionniste qu'inflationniste. Et ça, par contre, nous le réitérons, dollar ou pas dollar. Dollar ou pas dollar, parce que là, en l'occurrence, on est vraiment face à... Et nous ne sommes plus en 2022, les entreprises n'ont plus les moyens de supporter l'augmentation des coûts de production, comme c'était le cas il y a 3 ans, 2 à 3 ans. Et aujourd'hui, véritablement, on estime que ce sont les entreprises qui vont trinquer, on regarde cette instabilité, leur taux de marge et donc, naturellement, l'emploi associé. Donc là, pour le coup, il y a une asymétrie. Nous estimons que Jérôme Powell se trompe, et la Fed, probablement, se positionne mal là aujourd'hui. Il n'y a pas idée du péril actuel qui pourrait être celui en fait d'une récession aux États-Unis si les règles du jeu étaient amenées à se maintenir telles qu'elles ont été définies par Donald Trump récemment. Oui, c'est ça, parce que maintenant les marchés anticipent finalement pas de baisse de taux lors de la prochaine réunion du 7 mai prochain de la Réserve fédérale américaine. Vous nous dites que complètement, si elle devrait poursuivre son cycle de baisse de taux pour soutenir une économie. On l'a vu, les premiers chiffres du T3, croissance T3, sont pas bons. On est à moins 2,8, quasiment moins 3 de croissance aux États-Unis. C'est mal orienté. C'est mal orienté, ce n'est que le début, parce que, et je vous l'avais déjà expliqué, en fait, nous sommes face à un double effet. N'oublions pas que la Fed, aujourd'hui, implémente une politique monétaire rigoriste, à plus de 4% de taux d'intérêt, quand on a des économies avec des taux de croissance potentiels qui déclinent pour des raisons essentiellement d'ordre de vieillissement de la population, ça reste des politiques rigoristes, qui sont maintenant implémentées depuis 2 ans. Elles ont mis beaucoup de temps à avoir des effets. On est déjà en fait dans cette séquence-là. Donc on a à la fois un effet ralentissement qui n'est pas associé à Donald Trump. On a un premier effet ralentissement associé aux décisions du pilote monétaire depuis 2 ans. Et là on commence à être vraiment en fait dans le dur sur ce plan-là. Et se rajoute à cela, c'est pour ça que je dis qu'il y a un vrai péril récessionniste, c'est que c'est une double lame. Se rajoute à ça l'instabilité des règles du jeu. Là pour le coup, effectivement, on est face à une réserve fédérale qui pourrait contrebalancer l'instabilité provoquée par Donald Trump par de la visibilité et une politique plus en soutien. Mais aujourd'hui, en fait, elle hésite à franchir ce pas-là. Pour nous, c'est une erreur. Pour vous, c'est une erreur. Par la force des choses, du coup, ça semble inévitable, une récession mondiale dans ces conditions ? Alors, attention, peut-être que cet après-midi, Donald Trump détricotera tout ce qu'il a fait. Ce qui est inévitable, c'est que nous sommes rentrés dans une 2e ou peut-être 3e étape dans quelque chose, nous, qu'on finalement décrit depuis presque une dizaine d'années, une forme de changement d'époque. Où, au-delà de la récession mondiale, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'économie mondiale ralentit maintenant d'un point de vue structurel, en termes de croissance potentielle, depuis une dizaine d'années. Et ça pose un contexte où la taille du gâteau à se partager pour l'ensemble du monde avant augmentait rapidement et aujourd'hui, en fait, augmente beaucoup moins lentement. Et vous savez naturellement ce qui se passe dans ces cas-là. Eh bien, lorsque vous avez une taille du gâteau à se partager, en fait, augmente moins, eh bien, vous avez tendance à défendre votre précaré. Et donc, c'est une mécanique qui a déjà débuté il y a plus de 10 ans et tous les think tanks américains, républicains comme démocrates, et sur ce plan d'ailleurs, Biden n'avait pas dérogé à la règle, n'avait pas détricoté ce qu'avait fait Trump lors de son premier mandat, voire même il l'avait accéléré. La question du commerce international est une question posée comme une question de sécurité nationale aux États-Unis depuis presque 10 ans. Donc, on a franchi une étape supplémentaire. Et pour le coup, si on peut avoir 2 pas en avant, 1 pas en arrière, pour des questions en fait de principe de réalité, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas implémenter, c'est une lame de fond qui nous entraîne progressivement d'un monde où tout le monde a eu intérêt d'être ouvert, puisque voilà, dans cette phase d'augmentation naturelle de la taille du gâteau à se partager, tout le monde pouvait espérer en bénéficier. À aujourd'hui, on n'est plus dans cette dimension-là, et donc on est face à une recontinentalisation des échanges qui est quasi inévitable, qui était d'ailleurs anticipable. Ce qui n'est pas anticipable, c'est le chemin qu'on emprunte pour pouvoir matérialiser cette recontinentalisation. Est-ce qu'elle s'entend par une recontinentalisation? Est-ce qu'elle s'entend par une renationalisation? Voilà, là, on n'a pas encore les réponses, mais par contre, cette phénomène de recontinentalisation des échanges avec une plus grande proximité des acteurs avec lesquels on échange, elle est inévitable.
Ouais, elle est inévitable, parce que vous nous dites ça, effectivement, on commençait à bien l'avoir compris, c'est que Trump a finalement accéléré cette recontinentalisation, comme vous dites, mais que effectivement, ça fait 10 ans que c'est en place. Toujours au niveau des conséquences, la Banque de France estime que cette guerre commerciale pourrait impacter la croissance de la zone euro de 0,25 points de PIB en 2025. La BCE, qui se réunit tout à l'heure, doit baisser ses taux, c'est indispensable. Oui, elle le fera. Ouais. Elle le fera parce qu'elle a de la chance. Parce que l'efficacité de sa politique monétaire passée a été plus directe et plus franche qu'aux États-Unis, ce qui veut dire qu'elle a les coups des franches pour aider. Donc on aura une Banque centrale européenne qui va être en soutien de manière évidente. Donc ça, c'est un élément positif. Juste pour revenir sur les raisons structurelles quand même du changement, parce que c'est important, ce moment-là, en fait, on ne va pas le vivre éternellement. Mais n'oublions pas quand même que Donald Trump, dans son discours d'investiture au mois de janvier, se réclame d'un président de la fin du 19e siècle aux États-Unis qui s'appelait William McKinley. J'aime à répéter cela parce qu'il faut entendre ce que disent les gens pour les comprendre aussi. Et vous savez que la caractéristique principale de ce président, qui a été élu deux fois, en 1896 puis en 1900, qui était assassiné lors de son second mandat en 1901, sa principale marque de fabrique était politique protectionniste, mais aussi d'ailleurs la guerre avec l'Espagne, et vous savez pour quelle raison? Parce que l'Espagne refusait de lui vendre Cuba. Donc là aussi, en fait, cette vision très impérialiste, très géographique de reprendre à la main, y compris sur ses voisins, est écrit en fait dans son programme. Il le dit, il le déclame, il le dit même depuis presque 30 ans. Donc il faut bien comprendre que ce phénomène-là, cette accélération-là, elle n'est probablement pas faite pour être un élément de passage. Même si... Alors, oui, allez-y. Je vous coupe, hein, mais on comprend aussi également, maintenant c'est plus du tout des pointillés, c'est du gros trait, que finalement ce qui se joue également, ça va au-delà du commerce international, c'est l'hégémonie future sur le secteur de la technologie. Oui, alors se pose la question, c'est vrai, en fait on rejoue un peu la même histoire que la guerre entre la Russie et l'Ukraine. À savoir que dans les premiers temps d'une rupture, d'un changement de règle du jeu, là en l'occurrence un changement géopolitique qui met à risque une chaîne d'approvisionnement, à l'époque c'était l'approvisionnement énergétique, naturellement quand ce choc-là arrive, tout le monde est saisi. C'est l'image que j'aime donner, à savoir la biche au milieu de la route en pleine nuit aveuglée par les phares. Elle est immobile, immobilisée, elle attend de se faire percuter. Ben, c'est un peu ça, parce que nous vivions depuis bien longtemps, depuis des décennies, avec des règles du jeu qui étaient stables et donc avec des chaînes d'approvisionnement qui s'étaient organisées. Au moment où vous changez les règles du jeu, tout le monde évidemment est saisi. Mais la question de l'hégémonie technologique ne dépendra pas de la question qui se joue aujourd'hui. Elle va remettre en question et créer du trouble pendant quelques mois, peut-être quelques trimestres, mais rassurez-vous, pour le coup, les chaînes d'approvisionnement, si elles ne peuvent plus exister ou plus en fait être utilisées telles qu'elles l'étaient jusqu'à maintenant, se reconstruiront autrement. Attention, ne minorons tout de même pas la puissance des États-Unis. On peut considérer en fait les États-Unis comme un adversaire aujourd'hui plus qu'un partenaire, mais il est très important de ne pas minorer les qualités de cet adversaire. Plus de 30 000 milliards de richesses créées par an, une vraie capacité d'innovation technologique, voilà, une puissance militaire indéniable, une puissance monétaire, même si le dollar a baissé, on n'est qu'à 1,13 contre 1 euro. Hein, donc on est sur des niveaux qui sont très très loin de ceux qui avaient atteint en 2007-2008. Je rappelle qu'à l'époque, l'euro avait atteint entre 1,50 et 1,60. Oui, donc faut relativiser tout ça. Donc concrètement, la question même de la technologie va être un sujet de très court terme. Et là vous l'avez bien en tête, c'est à savoir les semi-conducteurs, les résultats des entreprises, l'instabilité, mais tout ça va durer quelques trimestres. Et c'est bien ça le sujet de la prime de risque politique sur les marchés actions. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants. La question fondamentale, c'est que nous sommes dans un moment où nous ne savons pas identifier de manière précise qui seront les gagnants, de qui seront les perdants. Mais il y aura et l'un et l'autre. Mais nous sommes dans ce temps où nous devons nous adapter à un changement de règle du jeu profond, un peu comme à travers la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je rappelle quand même, méfiez-vous tout de même de la capacité de rebond en termes d'offres de production d'une économie. À l'époque, on disait qu'une usine de liquéfaction en Europe, il fallait 2 à 3 ans pour la construire. On a mis 6 mois à la construire. En Allemagne, exactement, effectivement. 6 mois en Allemagne pour construire des usines de regazéification. On va revenir sur cette notion de chaîne de valeur, c'est hyper important parce qu'elles sont en place depuis plus de 30 ans, 40 ans. Du coup, on peut quand même imaginer que ce phénomène de recontinentalisation, de relocalisation, n'est pas si facile que ça à mettre en place. Mais juste avant de revenir sur ce sujet, Pierre, avec vous, j'aimerais qu'on poursuive et qu'on clôture sur le sujet impact de la guerre commerciale. Vous dites que de toute façon, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Le gouvernement français s'estime, lui, parmi les perdants, puisqu'il a abaissé sa prévision de croissance à 0,7% pour 2025 contre 0,9% auparavant. Même si, pareil, personne n'a boule de cristal, mais
est-ce que cette baisse est suffisante selon vous? Bon, très honnêtement, réactualiser des prévisions à un moment où je vous explique qu'il est très difficile d'en mesurer l'impact, lancer une pièce et voilà. Retenez simplement que la tendance est celle d'une remise en question fondamentale des règles du jeu qui réinterroge un certain nombre d'économies. La France n'est pas la plus à risque. Là, pour le coup, c'est concret. On parle de commerce international. Commerce international, naturellement, les pays qui ont fait le choix, et c'est probablement ça une erreur, pas d'avoir fait le choix originel, d'avoir tout misé sur la demande externe, mais ne pas avoir entendu finalement cette sirène depuis une dizaine d'années que ces modèles-là devenaient des modèles à risque. Combien faudra-t-il de coûts pour en prendre conscience? C'est-à-dire que lorsque vous externalisez tout, vous misez trop sur la demande externe, eh bien vous vous retrouvez avec la crise sanitaire sans avoir l'outil de production nécessaire pour faire face à des ruptures du type sanitaire. Vous vous retrouvez sans capacité de rebond ou d'autonomie lorsque vous avez une guerre entre la Russie et l'Ukraine depuis 2022. Eh bien de la même manière, tous les pays qui ont misé à fond sur la demande externe comme presque seul moteur, au détriment même de leur demande interne, de leur richesse créée, sont à risque. Et là, pour le coup, on peut les énumérer. L'Allemagne a commis une folie. Pas il y a 25 ans, quand elle a tout mis sur la demande externe, elle a eu raison à l'époque. Mais elle aurait dû réorienter progressivement son modèle économique beaucoup plus sur sa demande interne depuis une petite dizaine d'années. Elle aurait dû commencer. Or, les exportations allemandes, vous savez combien ça pèse? Peut-être 50 points de PIB. C'était 30 points de PIB au début des années 2000. C'est-à-dire que ce n'est pas juste la reconduction d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont accéléré dans ce domaine-là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la balance commerciale va être altérée, peut-être. Mais ce n'est pas ça le plus grand danger. C'est quand vous avez 50% de votre PIB qui repose sur les exportations, ça veut dire que vous avez tout un tas d'emplois qui dépend de la demande interne des autres. Et donc, naturellement, quand celle-ci est bloquée, eh bien, vous mettez à risque tout un tas d'emplois, notamment des économies les plus sensibles au commerce extérieur. Et là, pour le coup, vous risquez d'avoir une récession beaucoup plus sévère. Vous comprenez bien que ce n'est pas tellement la balance commerciale qui risque d'être impactée. Parce que s'il y a moins d'exportation, il y aura moins d'importation en face. En fait, vous pouvez même avoir des balances commerciales qui ne bougent pas. Mais le vrai sujet, c'est les emplois, donc c'est-à-dire les salaires que vous distribuez qui sont sensibles à la demande interne, parce que leur poids est beaucoup plus important. Donc en Europe, clairement, les deux pays les plus à risque, hormis les Pays-Bas, mais c'est plus petit, c'est l'Allemagne et l'Italie. Pour le coup, eux vont souffrir naturellement de ces règles du jeu. Alors attention, pour l'instant, elles n'ont pas été trop altérées. Mais attention, le moratoire n'est que de 90 jours et on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé, en sachant qu'ayez en tête ou gardez en tête quand même que ce mouvement-là n'est pas un mouvement d'humeur. C'est la continuité de quelque chose qui s'est déjà progressé. Donc, pour répondre clairement à votre question, aujourd'hui, la baisse des niveaux de croissance espérés, à notre sens, c'est plus l'impact des politiques monétaires qu'on a implémentées depuis 2 ans qui finissent par avoir des impacts un peu désagréables. Mais on n'a pas encore, en fait, su, et d'ailleurs ça sera difficile, mesurer l'impact que la recomposition du commerce international aura sur l'économie française. Même si, bon, on a quand même, vous dites, un moratoire de 90 jours est mis en place, on sait que c'est a priori des droits de douane de 20%, alors reste à bien définir, comprendre quels secteurs d'activité seront impactés, mais a priori, ça devrait, si c'est le cas, ça ira pas au-delà de 20%. Et si ça ne va pas au-delà de 20%, très honnêtement, ça ne changera pas la face du monde. D'accord, c'est ça. Surtout si la Banque centrale accompagne le mouvement. Mais alors attention, sur les marchés actions, c'est quand même pas tout à fait la même chose, parce que les actions qu'on achète sont des très grandes entreprises avec une très grande dimension internationale. Ça nous a beaucoup aidé. Parce que dans un pays vieillissant comme le nôtre, mature, où il n'y a pas beaucoup de croissance, eh bien, ces valeurs-là ont souvent su aller compenser ou aller finalement afficher des résultats très bons parce qu'ils allaient chercher la croissance où elle se trouvait. Et donc, c'est là où, grosso modo, on est face à un mouvement où la baisse des taux va aider l'ensemble des économies et donc l'ensemble de la démographie entrepreneuriale, et probablement plus les petits que les gros qui étaient en difficulté. Là, la question en fait du commerce international est plus une question de gros que de petits. Vous voyez, donc on peut avoir en fait un schisme entre les deux, intéressant à appréhender. Donc il y aura des gagnants, il y aura des perdants, et donc ça va être l'intensité des réponses des autorités monétaires et budgétaires qui fera que ça passe ou ça passe pas. Attention aussi, tout de même, on l'avait déjà évoqué ensemble. N'oublions pas qu'en Europe, nous avons ce syndrome alors après, on en parle beaucoup, on agit peu dans ce domaine. Mais si on fait de la rigueur budgétaire dans cet écosystème-là, faut faire attention quand même, parce que ça pourrait avoir des impacts négatifs sur la croissance. Vous voyez, donc on est face à 3 mouvements. Politique monétaire positif,
Politique budgétaire à voir, parce que les discours tout récents nous entraînent quand même vers une vraie rigueur budgétaire. Donc ça, c'est plutôt négatif pour la croissance. Et enfin, politique commerciale, où là, grosso modo, ça sera au mieux neutre à négatif, au pire, en fait, plus négatif. Donc on est vraiment face à... Il va falloir compter les points dans très peu de temps. Dans très peu de temps, et la situation s'annonce particulièrement délicate, même si elle est annoncée depuis une dizaine d'années, et probablement même un peu plus. Pierre, on parlait justement de recontinentalisation, de fin de la globalisation, de recontinentalisation, de régionalisation. Pour autant, malgré tout, il ne faut pas oublier d'où on vient. Ça fait près de 30 ans, 40 ans que les chaînes de valeur sont mondialisées. Est-ce que... dans le contexte qui est celui-ci, donc un retour des chaînes de production sur les sols nationaux, on peut croire, alors moi j'ai l'exemple du Made in France en tête, mais est-ce que le Made in local, c'est quelque chose auquel on peut croire, ou finalement c'est juste, comme vous dites, c'est temporaire, ça va durer quelques trimestres, on va repartir de toute façon vers quelque chose, ça va coûter trop d'argent, les entreprises n'ont pas la trésorerie et les fonds pour relocaliser des usines, c'est énorme, c'est très coûteux. Alors vous avez la réponse, c'est possible. Aujourd'hui. Quand même noter que c'est pas tellement 30 ou 40 ans, le vrai mouvement d'accélération dans le détricotage de chaînes de production, c'est 2001 et l'entrée de la Chine dans l'OMC, où il y a, à travers son dumping monétaire, a fait en gros table rase de tout le reste. Aujourd'hui, c'est possible, mais parce que c'est technologiquement possible. Les gens n'ont pas en tête qu'une usine, l'usine qui est partie il y a 30 ans, aujourd'hui, si elle revient, ne ressemblera pas du tout à ce qui était parti il y a 30 ans. Pourquoi ? Parce que le monde industriel, grâce à la technologie, c'est énormément robotisé. C'est-à-dire le contenu en main-d'œuvre dans les usines récentes, modernes, est réduit à peau de chagrin. Donc oui, il est possible, puisque vous savez que la contrainte principale des économies, entre guillemets, dites riches, c'est la masse salariale associée, le coût de production, à travers en fait le coût unitaire du travail, et c'est ce pourquoi en fait les usines étaient parties. Aujourd'hui, ce poids-là diminue de plus en plus. Donc, puisque les usines sont beaucoup plus robotisées que par le passé, et cette baisse tendancielle du poids de la main d'œuvre dans le fonctionnement des industries rend possible la relocalisation. Maintenant, pour cela, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des robots et donc pour ça, il faut les acheter ou il faut les construire. Et donc ça coûte. Et là où vous avez raison, c'est une question de capital disponible. C'est les investissements. Donc c'est possible de le faire parce qu'aujourd'hui, les coûts unitaires du travail ne sont plus un frein suffisant pour faire que c'est pas possible comme c'était le cas depuis 30 ans. Maintenant, il va falloir en fait avoir un vrai plan d'investissement si on souhaite le réaliser. Et donc là, la question, c'est dispose-t-on d'une banque centrale capable d'accompagner le mouvement ? Dispose-t-on d'États véritablement motivés pour permettre cette réalisation-là ? Et troisièmement, la question, c'est à quel niveau ? Est-ce que c'est au niveau continental ou est-ce que c'est au niveau national ? Ça, c'est une question politique, la politique voulant dire vue de la cité. Donc, en l'occurrence, on verra. Mais l'un et l'autre sont possibles. Parce que techniquement, c'est possible et technologiquement, c'est possible. Et donc, oui, allez-y, pardon. Et Pierre, est-ce que financièrement, ça a du sens ? Dans la mesure où finalement, ce qu'on va rapatrier, ce sont des chaînes de production à faible valeur ajoutée. Du coup, par la force des choses, est-ce que ça vaut le coup ? Oui. Alors, déjà, deux choses en économie. C'est est-ce que ça vaut le coup à court terme, de manière comptable, mais est-ce que ça vaut le coup en termes d'autonomie ? Oui, d'autonomie. Oui, c'est ce que vous nous disiez, en termes d'autonomie. Et aujourd'hui, il faut quand même entendre cette petite sirène aussi, qui est un vrai mouvement où l'ensemble des populations mondiales ont été en fait dans une dynamique d'ouverture. Aujourd'hui, elles le sont beaucoup moins. Et donc, cette notion d'autonomie qui finalement a joué un rôle négligeable pendant 30 ans devient un sujet, alors évidemment, et d'autant plus prégnant qu'on a eu la crise sanitaire, qu'on a eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et qu'on se rend compte qu'à sensibiliser notre vie au quotidien au fonctionnement de pays qui nous sont lointains et dont les attributs ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres, peut avoir des désagréments. Peut-être positifs à court terme, mais à long terme, peut-être délétères, en sachant aussi qu'on est en train de subir les conséquences. Enfin, bon, c'est un peu fort de café d'en prendre conscience maintenant, mais c'est comme ça. Pendant longtemps, le phénomène des délocalisations a apporté du pouvoir d'achat aux populations des pays riches, parce que lorsqu'on délocalise, bien naturellement, on va payer moins cher ce qu'on produit ailleurs. Mais ça ne marche qu'une fois. Une fois que vous avez tout délocalisé, vous mettez à importer le régime d'inflation du pays dans lequel vous produisez sans avoir les emplois associés.
Et donc, vous rendez le pouvoir d'achat de cette manière-là, ce qui fait que les populations se tendent en raison de cela. Et donc, là aussi, c'est des phénomènes structurels. Il aura fallu 15 ans et on est rentré, en fait, dans cette époque depuis une petite dizaine d'années aussi, ce qui fait que c'est un mouvement de fond. Et donc, naturellement, ces chaînes, là aussi, de production reviendront. Et puis, juste pour répondre, même si c'est à faible valeur ajoutée, si tout est industrialisé et robotisé, peu importe, ce n'est que de l'amortissement. C'est-à-dire qu'en réalité, vous n'avez qu'à amortir vos investissements initiaux. Voilà, et donc même cela, ça peut être financièrement intéressant. Ok, très clair. Bah, écoutez, merci beaucoup Pierre Sabatier pour toutes vos explications, votre temps, votre précision et votre clarté. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Pierre Sabatier, vous êtes économiste et prospectiviste et président fondateur du cabinet PrimeView. On marque une dernière courte page de publicité et on se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 17 avril. À tout de suite sur Téléfinance.